Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc numéro 131, votre rendez-vous habituel du mercredi. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Bonsoir Laurent Perroton. Bonsoir patron. Bonsoir Christian Ponty. Salut Lucas. Encore une fois, il y en a des choses à raconter cette semaine. Au programme, on parlera de Spacek, on parlera notamment du bal des étrangers. Nous aurons nos rubriques habituelles. Nous aurons des rondelles. En fin d'émission, nous parlerons bien entendu de la plupart des clubs romans, enfin même de la totalité des clubs romans de l'élite. Alors messieurs, je vais commencer avec notre fameux numéro de maillot. Je vais vous raconter une histoire de Toto. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Moi je connais Toto Chilachi. Voilà, c'est ça, mais il n'a pas le 31. Okay. Bah évidemment, encore, ça m'étonne même que la semaine passée, quand on a évoqué le numéro 31, ça ne nous soit pas venu directement à l'esprit. Renato Tosio, bien entendu, 4 fois champion de Suisse. Ça nous est venu à l'esprit, mais on ne voulait pas le dire. Oui, c'est ça. Voilà. Vous vouliez me laisser l'exclusivité. Exactement. Ok, alors, donc Renato Tosio, bien entendu, qui a 60 ans, qui va avoir 60 ans au mois de novembre, 4 fois champion de Suisse, près de 150 fois international. Vous êtes d'accord avec moi, un gardien sans doute un peu fou, même complètement fou. Un gardien, quoi. Pour un gardien, voilà, Non, exactement. Mais un vrai dans la tradition, ça c'est vrai. Ouais. Et donc, notre ami Renato Tosio, qui, tiens, dans les folies de Renato Tosio, celui-ci, dans sa communion avec les supporters, avait l'habitude, vous vous souvenez, de faire un retourné sur la glace après avoir provoqué les supporters avec sa canne. C'était sa grande spécialité. Il avait même une fois, lors d'une émission de télévision, représenté en compagnie d'ailleurs de Reto Pavoni, les hockeyeurs face à Denise Billman, qui était, à l'époque, vous vous en souvenez sans doute, la grande star du patinage artistique. Enfin bref, voilà, c'était mon numéro 31 pour aujourd'hui. Renato Tosio, Laurent Perroton. Ou bien quelque chose à préciser ? Ouais, je vais peut-être y aller parce que j'avais aussi Tosio, mais moi je l'ai fait plus approfondi, Philippe. Allez. Renato Tosio, dans la grande tradition des gardiens suisses, et puis surtout gardien de Berne, parce qu'il faut savoir que Renato Tosio, il a commencé en Ligue nationale A, il a fait monter Coire à l'âge de 18 ans. C'était un gars extrêmement talentueux et après il a débarqué. Il a débarqué du côté de Berne et il a pris un certain Thomas Vrabec avec lui, qui venait aussi de Coire, qui était en Liga, parce qu'on oublie que Coire a été en Liga. Et donc Tosio, c'est 36 blanchissages, 872 matchs, dont il a un record, 691 matchs d'affilée sans être blessé. Donc c'est juste dire que c'était quand même un phénomène. En plus, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Tosio, il a eu un grave accident à l'âge de 15 ans. Il s'est fait trancher la gorge, un des grands classiques, et c'est pour ça qu'après, il a mis une bavette. Il a compris le truc. Et puis, effectivement, 4 fois champion suisse. Et pour rajouter encore un petit peu à l'anecdote sur ce que tu as dit, Philippe, il était extrêmement complice avec un certain Slava Bikov. Et à tous les matchs, il s'allumait. Mais Bikov adorait jouer contre Tosio et vice-versa. Voilà pour l'anecdote. Puisqu'on était avec Christian, on va continuer si vous êtes d'accord. Oui. On continue. Allez Christian, vous avez le 31 ? Ouais, alors pour moi j'ai un immense 31, immense par le talent, moins par la taille, 1m78, mais c'est Grant Four. Grant Four, c'était le gardien des grandes années d'Edmonton. Il a aussi 60 ans aujourd'hui d'ailleurs. Il a gagné 5 Coupes Stanley avec Edmonton. Il a une particularité, c'est que c'était le premier gardien noir de NHL. Et ça a été le premier gardien noir à gagner la Coupe Stanley, forcément. Donc, il faut savoir que lui, à 16-17 ans, il a été drafté pour être joueur de baseball professionnel. Il était extrêmement doué dans tous les... Exactement. Il était adopté, et donc il est afro-américain. Et en plus, alors ça, c'est le côté sulfureux, il vivait comme une rockstar. C'était un immense fêtard. Et d'ailleurs, il l'a payé relativement cher puisqu'il était accro à la cocaïne. Il ne s'en est jamais caché. Il a fait un ouvrage où il explique tout ça. Comme beaucoup de gardiens à l'époque. Exactement. Et puis, il a été suspendu pendant 1 année. Et il a joué en même temps qu'un certain Jimmy Carson qui est venu à Lausanne, qui a eu un peu le même genre de problème. C'est juste pour dire qu'à l'époque, la NHL, il n'y avait pas les mêmes contrôles. Et du coup, il pouvait se permettre ce genre de fantaisie. Et évidemment qu'aujourd'hui, c'est plus possible. J'ai juste 2 citations de Wayne Gretzky. Il disait avoir joué à un si haut niveau aussi longtemps en consommant de la drogue, c'est surprenant. Mais par contre, ce qu'il a dit aussi, et ça je trouve assez cool, il a dit, Gretzky a déclaré, si je devais jouer un match et que ma vie en dépendait, je prendrais Grant Four comme gardien.
Et d'ailleurs, il l'a suivi plus tard. Il est devenu entraîneur des gardiens à Phoenix, dans l'Arizona. Donc voilà, Grand Four, c'est un grand gardien. Et c'est aussi, faut préciser encore une dernière chose, c'est un des tout premiers Blacks, mais il y a aussi Claude Villegrain, qui est venu même s'entraîner une fois à Lausanne, qui a joué après à Bienne, qui était aussi un Black. Il n'avait pas le 31. Non. Voilà. Il y a peu de joueurs de champ qui ont le 31. Non, mais par contre, juste une dernière chose, il a influencé un certain Ingila, qui est devenu Jérôme Ingila, exactement, qui avait un père nigérien. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il habitait à Edmonton, Ingila, et jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans, il était gardien à cause de Grand Four. Ok. Merci pour ce 31. Alors moi, je vais juste rajouter, on a parlé de Renato Tozio, le mondial 90 où l'équipe de Suisse est montée. Je m'occupais de l'équipe d'Italie, donc eux, ils étaient tout le temps à Megève pour la proximité pour le public suisse. Et en fait, à ce mondial-là, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y avait en même temps le mondial groupe A en Suisse. Et du coup, les Suisses jouaient dans le groupe B, ont été promus. Et moi, j'ai une histoire personnelle, en fait, c'est que lorsqu'il y a eu la cérémonie avec tous les bénévoles, je suis tombé red dingue amoureux, d'une révélation. Non, pas de révélation. Red dingue amoureux d'une jeune fille qui était à Megève. Et tous les matins, je prenais un bus pour aller à Megève, parce qu'il y avait la possibilité de faire Lyon-Megève pour aller voir l'autre groupe. Et finalement, lors de la finale, j'ai pu conclure avec cette jeune fille. Et c'est devenu Madame Perroton. Non, c'est pas devenu Madame Perroton, donc j'espère qu'elle va pas écouter l'émission Madame Perroton. Et donc du coup, Renato Tozio m'a marqué aussi par rapport à ma première grande histoire d'amour. Et d'ailleurs, Renato Tozio, son meilleur résultat au niveau international, puisque vous parlez de championnat du monde, c'était une 4e place lors des mondiaux de 1992 à Prague. Exact. 2 ans plus tard. Alors après, évidemment, Carey Price. Que tout le monde connaît. Là, on a une photo de Cristobal Huet. Il l'a fait renvoyer dans les ligues mineures. Il a pris sa place. Puis ensuite, évidemment, moi, j'avais noté Curtis Joseph qui m'a marqué dans ma jeunesse. Et puis, alors, en Suisse, numéro 31 en Ligue nationale. J'ai cherché, il n'y en a pas. Et j'en ai trouvé un petit gars qui s'appelle Matteo Croce, qui joue à Turgovie. Aussi un gardien, qui est gardien à Turgovie et qui a commencé le hockey à Trois-Chênes. Et lui, il a le numéro 31. Il est aussi, il a une licence A à Turgovie, une licence B c'est le 3e gardien à Cloton en National League. C'est le seul numéro 31 de l'élite. Voilà. Pas tout à fait juste. Il y a un gardien suisse qui a eu 31. Non, mais à l'heure actuelle. Presque actuelle. C'est Gilles Sen, quand il a joué au New Jersey, il avait le 31. Et il a fait 4 matchs. Non, mais là, on parlait de la Ligue nationale cette année. Non, mais c'est vrai qu'en Suisse, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est pas un numéro qui a énormément marqué. Et je crois que c'est aussi un effet de mode. On a parlé des fameux gardiens NHL. Là, toute cette génération-là, après, il y a eu quelques gardiens de numéro 31. Après, il y a eu des 39, des 33, des numéros 30. Gilles Sen, maintenant, il a le 92 ou le 98. C'est juste pour dire que c'est pas forcément le numéro que tu gardes. Exactement. Absolument. Il y avait des légendes. Voilà, messieurs, merci pour ces numéros 31. On va passer immédiatement à nos casques. Je vais vous laisser la parole aujourd'hui. Casque d'or, casque de plomb. Allez, cette fois-ci, c'est à Christian Ponty de commencer. Casque d'or de Christian Ponty. Ok, alors, moi, mon casque d'or, et ça me fait plaisir de l'attribuer au HC Ajoie pour son invincibilité à la maison depuis 5 matchs. Donc, ils ont fait sur les 10 derniers matchs 7 fois des points. Cette équipe, elle revit, elle vend sa peau très cher. L'ADN d'Ajoie, ça doit être la combativité. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que aller jouer à Vuebov, c'est de nouveau très compliqué. Et finalement, c'est ce qu'on attend d'Ajoie. On ne leur demande pas d'être premier, on leur demande de se battre. Et finalement, il n'a jamais rien. Et même à Davos, quand c'était perdu, ils sont revenus. Moi, je trouve que, voilà, quand je dis que le Vuebov, ça doit être de nouveau être compliqué d'aller jouer là-bas, demandez à Zurich, ils sont allés perdre là-bas. Et ça, je pense qu'il y a encore 2-3 semaines en arrière, ce n'était pas le cas. Donc, chapeau à Joie, et je pense qu'il mérite un casque d'or. Voilà, donc casque d'or pour le HC Ajoie, alors que j'ai quelques petits problèmes de micro, j'espère que ça va passer. Donc casque d'or pour le HC Ajoie, casque d'or de Christian Perroton. Moi c'est Laurent Perroton, alors le casque d'or... Qu'est-ce que j'ai dit, Christian Perroton? Oui, le casque d'or à la Chaux-de-Fonds pour ses résultats sportifs avec ses 2 titres de champion, mais le travail colossal pour avoir un budget cohérent ainsi qu'un modèle économique
réfléchi et pérenne. Je rajouterai le gros travail structurel sur le projet de rénovation de la patinoire des Mélèzes pour revivre des émotions dans le cadre d'une promotion-relégation en espérant un triplé en Swiss League parce qu'ils ont reçu effectivement la licence. Les Chevfonniers en National League pour une promotion-relégation contre une équipe non romande, ça pourrait avoir amené 6 équipes romandes, donc il faudrait qu'on agrandisse un peu notre décor. Mais en tout cas, vraiment très content de voir qu'on arrive à avoir des résultats sportifs. On avait des problèmes de budget, on a trouvé des solutions avec un modèle économique cohérent. Et on a prévu des travaux pour les Mélèzes pour pouvoir accéder à la National League. Donc c'est très motivant pour les joueurs et pour le staff. Donc félicitations à l'ensemble du board et à l'ensemble de l'équipe de Chaux-de-Fonds. Et puis je pense qu'ils ont d'autant plus de mérite qu'il y a déjà une équipe sur l'arc jurassien, il y a bien tout près. Donc d'un point de vue sponsoring, il va falloir ramer. Et alors, je rappelle qu'à Joie, ils sont à 13 millions de budget. Hein. Donc ça veut dire que je pense qu'actuellement, ils doivent être à 5 millions, 400 millions. Ok. Sauf erreur, je pense qu'ils ont un peu plus à Joie, mais à contrôler, parce qu'ils avaient augmenté leur budget, mais j'ai pas les chiffres en tête. Mais en tout cas, ils sont plus proches minimum. Ils sont plus proches de la vingtaine maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, voici pour les casques d'or de cette journée. On va enchaîner avec Laurent, décidément, j'ai de la peine aujourd'hui. Ouais, vous avez de la peine. Hein. Ouais, mais ce sont les nuits qui n'en finissent pas à préparer ces émissions. Ok. Alors, allons-y avec Laurent Perroton pour le casque de plomb. Alors, je vais aller tranquillement parce qu'après vous allez recevoir des téléphones, mais moi c'est mon casque de plomb. Il va contre l'édito de Greg Beau. En fait, je passe mes nuits à répondre au téléphone. Et c'est ça, contre l'édito de Greg Beau, mais en fait, son édito, je le comprends. Lui, il travaille oblique. Il envoie un message par rapport au fait qu'on a un jeune de 15 ans qui joue en National League. Mais le problème, c'est que avec cet édito, ça a pas mal fâché les mouvements jeunesse et notamment les entraîneurs. J'ai reçu pas mal d'appels. Non, mais je vous explique pourquoi. On va être pragmatique. Oui, on va être pragmatique. Et moi, j'ai envie de dire que Greg Beau, il a le droit d'avoir son opinion et vous avez le droit de ne pas la partager, mais ça ne mérite pas forcément un casque de plomb. Non, mais alors, le casque de plomb, il n'est pas sur l'édito, il est sur les raisons qu'on l'on a données. Okay. Alors, moi, j'ai reçu donc pas mal d'appels parce que justement, on essaye de modifier les choses. Et l'argument du monde professionnel comme l'hôtellerie, parce qu'il y a des réglementations par rapport à la loi 6 où vous n'avez pas le droit de travailler à partir de 16 ans. Ouais. Dans le monde professionnel, c'est pas recevable. Et comment dire, là où je réponds, c'est que l'entraîneur de Bienne a absolument donné une interview en disant qu'en Finlande, ça se passait absolument pas comme ça. Et que dès qu'il y avait un jeune qui était très bon, c'était au niveau physiologique qu'il y avait une décision et qu'on prenait un petit peu l'ensemble des critères pour pouvoir le faire évoluer. Lorsque j'ai fait un comparatif à Loris Veil, Robin, Nico Antonen, c'est à 17 ans à Zug. À 17 ans, Mugli qui a commencé, Evan Huet, 16 ans, Benjamin Bougro, 17 ans, Gaëtan H, 17 ans. Enfin, j'ai pas mal de listes comme ça. Alors, c'est vrai que là, c'est un peu surprenant parce que 15 ans et demi, c'est très très tôt. Mais moi, je pense qu'ils ont étudier un petit peu la situation et ce qui fait que il fait quand même, c'est un énorme bébé. Il y a vraiment, vous savez qu'au niveau physiologique, il y a d'énormes différences à 15 ans, à 16 ans. Et là où j'ai été très étonné, c'est qu'il a joué 3 matchs d'affilée et pratiquement 16 minutes de temps de jeu. Donc ça veut dire que dans la robustesse et dans la répétition des efforts dans le sport de haut niveau, il y arrive. Donc en fait, lui il fait son travail et je remets pas ça en cause. Tout simplement, c'est que en fait, dans la formation, on se bat avec les clubs de Ligue nationale pour qu'il y ait plus de jeunes intégrés. Et c'est là-dessus où quand il y a un édito comme ça, je le comprends tout à fait, c'est son travail de journaliste, etc. Et puis, je peux partager son avis sur certaines choses, mais sauf que nous, dans notre corps de métier, c'est un vrai problème dans le combat au quotidien avec les clubs de Ligue nationale pour intégrer plus de jeunes, notamment avec l'arrivée de 6 étrangers. Donc c'est juste là-dessus où moi, c'est sur les raisons évoquées qui ça m'a posé problème. Après, le thème, on peut être d'accord ou pas d'accord. Voilà. Moi, je vais rajouter quelque chose à ce que tu dis. Ouais. Il y a eu un cas similaire il y a quelques années en arrière, il y a même beaucoup d'années en arrière. C'est lorsque Eric Lindros a joué avec la Canada Cup. Ils n'ont pas le droit à 18 ans, ils doivent poursuivre en NHL. Non, c'est autre chose. Okay. Il a joué la Canada Cup avec l'équipe Canada et il avait joué 0 match de NHL. Et ça avait fait une espèce de polémique en disant ouais mais il a fait que du junior. Et Gretzky s'était exprimé là-dessus, il a dit simplement mais en fait il y a des gars qui sont prêts.
Il était prêt psychologiquement, mentalement et physiquement. Et en fait, Lindros a fait une super Canada Cup. Son premier match, il l'a joué à Québec. Il venait de refuser de jouer pour une équipe québécoise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le premier goal. C'est juste pour dire, il était prêt physiologiquement et mentalement. Et peut-être que c'était le cas. Donc ça veut dire que c'est du cas par cas. Niederreiter, qui était première année novice, c'était l'un des meilleurs joueurs en junior élite et il démontait tout le monde parce que c'était un monstre physique. C'est un homme à donc c'est pour ça que moi, pour finir, là où je veux conclure, c'est qu'on ne peut pas mettre un règlement là-dessus. Parce que imaginons qu'on ait un gars de 15 ans exceptionnel, ça serait dommage de l'empêcher de jouer dans cette ligue s'il a vraiment le niveau et les capacités physiques. C'est juste là où je voulais en venir. Voilà. Moi, je conclue. Casque de plomb de Christian Ponty. Alors, moi, mon casque de plomb, je le mets sur cette espèce de manie qu'on a en ce moment sur la spéculation sur la date de congédiement de Luca Gianninazzi. Je l'entends un peu partout et je trouve ça un peu lourd. Je rappelle juste que c'est un gars d'à peine 30 ans qui a remplacé un monstre. Et finalement, on attend juste de lui couper la tête. Bien sûr qu'il risque de tomber. Je peux vous arrêter un instant? Ouais, on a été les premiers à dire que Gianninazzi allait sauter. Ouais, on l'a répété encore et on l'a Philippe, répété. je ne parle pas de ça. Je parle du ton utilisé, sur le ton de la plaisanterie, sur le congédiement, la date. Je finis ce que je veux dire. Je pense qu'il mérite simplement plus de considération et de respect, malgré ses résultats. Et comme disait si bien Chris Maxwell, c'est toujours ceux qui font rien qui critiquent. Et je trouve ça dommage parce que malgré tout, à son jeune âge, il a déjà prouvé beaucoup de choses. Et c'est un entraîneur suisse, on en a besoin. C'est un gars suisse-med. Et puis, c'est comme j'aurais pu dire la même chose finalement sur Kylian Mbappé, sur les gens qui tapent sur Kylian Mbappé parce qu'il ne met pas de goal. C'est un gars qui va voir un psy, qui cherche des solutions. Alors, on doit dire, ok, il n'est pas bon aussi, mais pas plus que ça. Puis éviter les tons de plaisanterie parce qu'on a que ça en ce moment. Et là, l'info du jour, c'est que... Alors ça vient de tomber il y a 5 minutes. Hein. C'est tombé ce matin, effectivement. Pour rester dans le cadre du HC Lugano, Gianninazzi n'est plus tout seul. En fait, on a choisi de plutôt aider Gianninazzi plutôt que de le remplacer par quelqu'un d'autre. Arrive dans un rôle, on va dire, de conseiller. De mentor. De mentor. C'est une sorte de tutelle bienveillante. Une sorte de coach. Ouais. Job que connaît bien Laurent Perroton. Ouais. Antti Tormenen. Mais génial. C'est ce qui fait déjà la fédération avec les U17 et l'U20. Vous vous rappelez le départ de Luca? Qui c'est qui avait sur le banc comme mentor? Papa Latalo, vous vous souvenez? C'est juste. Donc du coup, on revient pas avec le même charisme. Non, mais on revient avec cette formule et surtout, Antti, pour des raisons de santé, n'a plus peut-être envie de coacher une première équipe. Donc ça peut être un très bon support. Ouais, et je trouve que c'est une très bonne alternative de faire comme ça parce qu'il y a du matériel, il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Il y a eu pas mal de blessures comme dans toutes les équipes, et ça peut amener un équilibre. Ouais, et puis c'est d'autant plus qu'on sait tous que Lugano a une grosse équipe. Hein. Donc ça veut dire que si on arrive à trouver la formule, Lugano va repartir. Et puis attention, hein, ça peut tellement vite changer. Ils se remettent à partir comme il faut et tu les trouves en play-off parce qu'ils sont derniers qualifiés. Ouais. Ça peut être une équipe, bien sûr, tout à fait. Mais voilà, c'est un choix différent. On voit qu'il y a une évolution par rapport à cela. Non, mais moi, juste pour venir, je disais juste, moi j'ai entendu beaucoup de trucs sur Gianninazzi, on plaisantait là-dessus. Je trouve pas ça drôle, franchement, je trouve pas ça drôle. Ouais. Bah, à 30 ans, c'est un. Je suis le premier à dire que les résultats sont pas bons. Hein, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. J'enseigne à l'Uni, j'ai pas mal d'étudiants qui sont tessinois. Ouais. Et en fait, ils m'expliquaient que la rivalité Lugano-Ambry, on se rend pas bien compte ici comment ça se passe là-bas. Mais en fait, il y a beaucoup de menaces. La famille, les proches, lorsqu'il y a des mauvais résultats. Et quand tu as 30 ans et que tu vis ça, ça doit pas être simple. Donc c'est pour ça que nous, en Romandie, c'est beaucoup plus tranquille en fait. Et du coup, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Ouais. Non, on va terminer cette première partie d'émission justement en conclusion de cette première partie avec justement Antti Tormenen. Donc qu'est-ce qu'il va apporter de plus à Gianninazzi? En fait, tout ce qu'il a vécu. Vous savez, chaque situation qui va arriver ou qui vont arriver, vous pouvez déjà en parler avec lui. C'est ce qu'on fait avec les coachs à l'heure actuelle. En fait, ce qu'on fait à l'heure actuelle dans notre job à la Fédé ou avec les premières équipes, c'est ce qui se fait en Finlande depuis plusieurs années. Et c'est ce que lorsque je rentrais le soir tout seul dans ma voiture, j'aurais aimé avoir. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai cette situation-là, toi, tu as 20 ans d'expérience de plus que moi.
comment tu as géré? La première fois, j'ai géré comme ça, la deuxième fois, j'ai fait ça. Et en fait, après, c'est toi qui prends ta responsabilité parce que la situation privée ou à l'intérieur de ton équipe, elle est différente. Mais ça t'amène quand même des inputs qui font que tu vas pouvoir répondre à la problématique. En fait, ça peut être aussi une solution, on va dire, dans l'urgence pour aider Gianninazzi, mais on va aussi relever qu'il vient comme conseiller également pour le secteur giovanile, pour les jeunes. Junior. Et ça, c'est important. Finalement, peut-être que c'est un job à plus long terme que prévu. De toute manière, il y aura de plus en plus. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un gars d'expérience qui a plus envie de coacher dans les clubs, qui peut améliorer ton coaching, ou toutes les années tu dois changer de coach avec des contrats à plus longue durée? Est-ce que en termes de budget déjà, est-ce qu'on n'est pas dans le juste? Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans la cohérence. Vous rappelez-vous que lorsqu'on a rencontré Luca, vous étiez avec moi à Lugano, la première chose qu'il nous a dit, quand ils lui ont proposé le poste, il a dit: moi je ne suis pas entraîneur de National League, il me faut 3 ans pour apprendre le métier. Ouais, c'est ça, ouais. Donc à partir du moment où il y a au départ une clause un peu morale, il faut trouver des solutions pour l'aider. Moi, je pense que ça va surtout amener un peu de sérénité parce qu'ils en ont besoin dans ces moments-là quand ça tangue. Et puis, je pense qu'avec le parcours de Tomainen, ce qui s'est passé dans sa vie aussi, c'est ça que je veux dire, c'est une sorte de mentorat en fin de compte. Et puis, parce que je pense que Gianninazzi a des qualités, mais c'est une très bonne idée. Ouais, moi je trouve ça déjà novateur. Moi, je pense que. Et puis, ce qui est bien aussi, moi je suis content de voir Tomainen de nouveau sur le circuit parce que c'est quand même un personnage. Il avait envie de revenir, ça c'est sûr. Ça lui manquait. Pour conclure, Christian, ça reste un entraîneur suisse qui a été poussé par la fédération. Donc c'est important aussi. On a parlé des jeunes avant pour intégrer la Ligue nationale, mais aussi chez les entraîneurs, il faut aussi qu'il y ait des ouvertures, des possibilités, et d'avoir des joueurs issus de la formation fédérale, des entraîneurs issus de la formation fédérale qui intègrent la National League. Ça donne un exemple et ça donne de la motivation pour les jeunes coachs. Absolument. Voilà, on en arrive déjà au terme de cette première partie d'émission, fin du premier tiers. Merci messieurs. On va parler d'ici quelques instants d'un certain Michael Spacek qui a fait des étincelles depuis son départ il y a 24 heures de Genève Servette, puisqu'il a été buteur hier en Champions League, mais avec Sparta Prague. Et puis on va parler évidemment de nos clubs romans. Et puis il y aura ce fameux duel tout à l'heure. On reviendra sur la problématique des joueurs étrangers. Alors il y aura un pour, il y aura un contre. Peut-être que le pour sera contre, le contre sera pour. Enfin bref, on en parle tout à l'heure. C'est le premier bloc numéro 131. On se retrouve d'ici quelques instants. Retour sur le plateau du premier bloc numéro 131, toujours en compagnie de Laurent Perroton et de Christian Ponty. Dans l'actualité de cette semaine, évidemment, il y a le départ précipité d'un certain Michael Spacek. Il n'a pas attendu longtemps, alors qu'il manquait sans doute un petit peu de production du côté de Genève. Ça n'a pas manqué pour son premier match avec le Sparta Prague. C'est lui qui marque le premier but pour le club tchèque en Champions Hockey League. Qui commence ? Bon, je peux y aller, mais moi, ce que je voulais déjà dire, c'est qu'on sentait le spleen depuis un moment, mais déjà à l'intersaison. Pour moi, dans le profilage, Slapik avait eu des vrais problèmes d'intégration. Non, mais Slapik avait des problèmes d'intégration. Son compère d'Ambry, il est resté une saison. Spacek est resté plusieurs saisons. On peut dire dans le monde du hockey, ils sont un peu divas, mais il y a les gars qui sont très souriants, puis lui qui est très sombre un petit peu, qui fait souvent la tête, etc. Et en fait, le combo avec Cadieux, ça pouvait être compliqué. Il était très très performant en Champions League, mais parce que là, on pouvait utiliser plus d'étrangers. Et moi, je crois que aussi, on n'a pas essayé de le mettre dans les meilleures conditions. Non, dans le sens, lorsque Artikainen s'est blessé, même si c'est un centre, est-ce qu'il n'aurait pas pu jouer avec les deux en feu, Maninen et Artikainen, pour pouvoir reprendre un peu de la mesure et de remonter un petit peu dans le niveau. Voilà, c'était prévisible en fait. Ouais, moi j'ai envie de dire un truc, c'est que déjà, ouais, effectivement,
C'est quand même un gars qui a un monstre ego, hein, et je pense que lui, en fait, il s'est retrouvé sur le 2e, voire le 3e bloc. Troisième bloc. Je crois qu'il a vraiment pas aimé. En plus, on le sait très bien, le power play à Genève, il fait quasiment tous les power play, presque une 30 voire 2 minutes. Donc il n'a pas beaucoup joué. Sur les 2 premiers blocs, pas de power play. C'est un gars qui faisait un peu ce qu'il voulait quand il était à Ambry, il avait beaucoup de temps de jeu, donc ça a été compliqué. Et puis après, c'est un artiste. Et puis les artistes, et puis Cadieux, c'est pas toujours facile à gérer. C'est assez compliqué. Puis bon, moi j'ai lu un article sur lui qui est paru dans la presse tchèque où il explique qu'il était déjà en contact avec pendant cet été avec Sparta Prague. Donc moi je pense qu'il y a peut-être aussi une question financière, c'est-à-dire que peut-être que le montant proposé par Prague était insuffisant, mais quand t'es pas bien, pour finir, tu peux faire des concessions. Ils ont monté un petit peu les enchères. Alors oui, exactement. Peut-être qu'il y a aussi un problème financier derrière où maintenant le montant il est suffisant et puis peut-être que lui il tirait son spin. Mais enfin tout ça combiné fait que ce qui est bizarre aussi c'est qu'il avait marqué son premier goal en championnat hein, parce qu'il était performant en Champions League mais le winning goal contre Ambry. Exact. 0 sourire. Ouais. Ça veut quand même pas mal dire de choses et peut-être que ça était déjà ailleurs. Donc finalement, moi ce que je pense c'est que finalement tout le monde est gagnant parce qu'avoir Spacek qui tire son spin, maintenant il faut voir à quelles conditions. J'imagine qu'il y a encore une partie qui est payée par Genève ou pas. Non, c'est moi, alors à la place de Genève, je ne le laisse pas partir. Il y a un transfert parce qu'il avait un contrat longue durée, donc il ne paye plus rien et puis c'est Prague qui a payé une partie. Parce qu'au début, ils expliquaient que le contrat qu'il avait à Genève pour Prague, c'était trop. Donc maintenant, ça. Ouais, mais tu sais que dans les pays de l'Est, on arrive toujours à trouver des moyens financiers. Mais moi, je voudrais rajouter, en fait, lorsqu'il a commencé la saison, Maninen, Artikainen, Granlund, Ischier, Praplan avec Tanner Richard, et après, les viennent ensuite, sachant que Pouliot était blessé. Ouais. Donc du coup, pour moi, on l'a pas mis dans les meilleures conditions. Mais là où je te rejoins pas quand tu dis tout le monde est gagnant, non, parce que Genève est perdant pour moi dans le sens où ils perdent quand même Spacek et Palvé va revenir à Ajoie et on a au dernier moment Bellemare devait signer à Genève. Ouais. La raison invoquée dans les Vernets, c'est qu'il demandait une clause NHL, mais il n'y avait pas de risque selon moi. Et d'avoir Bellemare avec son charisme et sa façon d'être, et puis le jeu qu'il propose à l'heure actuelle, peut-être que c'est une erreur. Est-ce qu'aujourd'hui, pour remplacer Spacek, comme Palvé va partir, on va chercher de nouveau un centre, tu vas retrouver un Bellemare? Je ne crois pas. Donc là, il y a eu une petite erreur. Selon moi, pour la direction sportive. Je disais gagnant dans le sens où tu n'as pas intérêt à avoir Spacek qui fait la gueule dans le vestiaire et qui tire son spin parce que je suis d'accord Christian, mais est-ce que Spacek, si tu le mets avec Maninen et Artikainen, Maninen et Granlund, il va faire la gueule? C'était pas le cas. Et puis est-ce que finalement, sans utiliser des grands mots, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu des Finlandais, je ne parle pas de clan, mais c'est vrai que le problème c'est que cette ligne, elle fait un peu tout, la pluie et le beau temps, et avec 2-3 intermittents qui débarquent avec des Praplans comme ça, ou Bernie, mais ce que je veux dire c'est que clairement c'est la locomotive, et lui il ne fait pas partie de cette locomotive, et avec son ego, un gars qui tire la gueule avec son talent, des fois ça peut être contre-productif bien sûr, pour le vestiaire. C'est contre-productif, mais en Ligue des Champions, c'était quand même le top scoreur de la Ligue des Champions sur la phase des matchs à qualification. Ligue des Champions, il y a une autre donne, plus d'étrangers, machin. Je veux dire, bien sûr. C'est quand même plus facile à gérer pour les coachs. Bon, enfin, toujours est-il que pour le moment, Spacek a l'air d'être effectivement un petit peu plus libéré. Il joue avec Schlapik. Ouais, ils sont retrouvés. Ils ont retrouvé le duo. En fait, je pense que les dirigeants de Prague le savaient très bien. Ouais, bien sûr. C'est un duo qui a très bien fonctionné. Voilà. Regardez, on a voulu du côté de Genève refaire un trio avec Artikainen, Maninen et Granlund. Ça marche. Ouais. Voilà. Ça n'a pas marché tout de suite. Si vous aviez rajouté effectivement Schlapik avec Spacek, ça aurait été pas mal. Hein. Non, mais après, il y aurait eu trop de défenseurs. Ils ont un gardien étranger, de défenseurs étrangers, donc c'est difficile. D'ailleurs, on parlera du nombre de joueurs étrangers d'ici quelques instants, mais puisqu'on parle de Genève, j'ai quand même envie de vous parler de Champions Hockey League. Moi, j'ai envie de vous dire quand même que Genève, c'est l'équipe des grands rendez-vous, parce que si tout se passe normalement, dans la mesure où Bremerhaven, même si à un certain moment hier, Genève a été dominée par Bremerhaven est tout à fait prenable, et ça veut dire que Genève pourrait la semaine prochaine se retrouver en demi-finale de cette Champions Hockey League. Après, quel que soit le résultat, on pourra dire qu'ils auront défendu vaillamment leur titre européen.
J'aurais pu en faire un casque d'or d'ailleurs. Hein, Exactement, mais bravo à Genève. Bravo à Genève, mais pour répondre un petit peu à ce que vous venez de dire, Cadieux dans l'interview d'après-match a dit qu'il était pas content du contenu et que 4-0 c'était flatteur, et je suis assez d'accord, mais il y a quand même un mais. Et comme en huitième de finale contre Lausanne, c'est 19 block shots. Ça, c'est une équipe qui est très très solidaire, notamment en Champions League. Et puis c'est 18% au niveau de l'efficacité scoring et 25% en power play, ce qu'on retrouve en championnat. Donc si tu es très solide à 5 contre 5, le fait d'avoir plusieurs étrangers et d'avoir ces situations spéciales qui marchent très très bien. Et pour finir, le facteur X, parce qu'en Ligue des Champions, il a des statistiques incroyables, c'est Ranta, qui a été encore hier très très sûr. En fait, tu peux être bon, mais lui, il est très bon parce qu'il est très calme. Il est calme, il capte l'époque. Je pense qu'il sera un bon player d'ailleurs. Il capte l'époque et puis quand il a la possibilité, il relance le jeu. Enfin, il te rassure complètement. Et la possibilité aussi d'avoir plus d'étrangers sur le line-up change aussi le line-up. Hier soir, quand même, je vous dis quand même les lignes, hein, le Kulvatanen, Bertagia, Richard, Miranda. Bernie, Chanton, Granlund, Maninen, Praplan, Lennström, Carrère, Pouliot, Palvé, Artikainen. Et quatrième ligne, Volmin, Jacquemet, Lousli, Joris, Cavaleri. C'est pas mal. D'ailleurs, Lennström a marqué. Comme quoi, Lennström a marqué hier soir, le premier goal, dans un premier temps, il a accordé à Manningham, mais il semblerait que ce soit Lennström. Enfin, peu importe, mais en tout cas, il a fait un match correct. Après, moi, juste pour dire, par rapport au deuxième tour, enfin, au match retour, pardon, on verra hein, si tout d'un coup ça se met à jouer physique en Allemagne, comment ça peut tourner s'ils emballent le match. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'autre match, avec les Autrichiens d'ailleurs, et qui ont emballé le match vraiment. Mais ils les ont déjà joués. Ouais. Ils ont déjà joué là-bas. Ouais. Donc ça, c'est une grande richesse pour Genève d'avoir déjà joué à Bremerhaven, parce que lorsque ça s'emballe, c'est compliqué. Ouais. Mais enfin, ce qu'on peut quand même constater, messieurs, c'est que Genève est plutôt dans une bonne passe. Hein. Finalement, il y a eu un déclic quelque part, de bons résultats en championnat, de bons résultats en Champions Hockey League. Il est venu d'où le déclic ? En fait, vous dites 2 bons résultats en championnat, c'est 5 victoires en 6 matchs en championnat. Et avec cette semaine à 4 matchs, ils ont gagné les 4 matchs. Et puis 3 victoires en Champions League, les deux en 8e et 1 en quart. Il y a le match retour, donc ça fait quand même beaucoup de victoires par rapport à ce qui s'était passé en octobre et en début novembre. Donc ils sont dans une grande passe. Ranta qui a ramené un peu de sécurité. Le powerplay, moi j'ai noté quelque chose, mais Genève, c'est 4e au face-off, 1er au powerplay, 1er au box-play, 30,16 en powerplay et 3e au niveau de l'efficacité scoring. Déjà, rien qu'avec ça, avec ces 4 secteurs-là, tu peux voir venir, et ce qui n'était pas le cas en début de saison. Donc évidemment, et puis porté par Granlund, Maninen, exceptionnel, hein, il faut le dire. Hein. C'est-à-dire que Granlund, il joue blessé, il a des problèmes aux adducteurs, mais il va pas dans les duels et tout. Mais dès qu'il a un puck dans une bonne zone, il est hyper dangereux. Leur powerplay, puis Maninen est vraiment le playmaker qui joue dans les deux sens de la patinoire, qui fait briller les choses. Et Artikainen a été placé sur une autre ligne. Ça peut être une solution. Maintenant, il va falloir absolument trouver un remplaçant à Spacek avec le départ de Palvé. Ouais. Christian, je vous écoute. Ouais. Alors bon déjà. Moi, je pense que ce qui a aussi changé, c'est que cette série, justement, ils ont fait des bons résultats. Et souvent, ils se sont accrochés, ils ont fait des résultats improbables. Rappelez-vous le match d'Ambry, tout ça, ça peut faire office de déclic. Ensuite, moi, je trouve qu'il y a quand même 2-3... Exact. Il y a des signaux qui sont quand même... qui font comprendre que, parce qu'il dépendait vraiment beaucoup de cette première ligne. Et moi, j'ai trouvé que Praplan s'est réveillé, Bernie s'est réveillé au niveau score. Ça a amené du plus. Et puis, à quelque part, je crois que vraiment, pour eux, la répétition des matchs leur a fait du bien. Et puis, il y a aussi quand même des retours. Hein. Je vous rappelle que Pouliot est revenu au jeu. Ça a aussi beaucoup aidé. Je pense qu'ils reviennent gentiment au niveau de leur effectif. En plus, vous avez vu qu'entre les lignes, Maillard part du côté de... Donc ça aussi, peut-être que des joueurs qui étaient peut-être un peu frustrés de leur temps de jeu, quand ça donne la place dans le vestiaire, ça peut aussi aider au niveau de l'atmosphère. Mais en tout cas... C'est Ischier qui manque vraiment. Ouais. Hérode, le capitaine emblématique. Mais après, tout le monde est revenu au jeu. Donc ça aussi, ils ont énormément de blessés. Donc ça change l'effectif. Parenthèse, je parlais juste de Guillaume Maillard. C'est quand même intéressant de voir que... Voilà, est-ce qu'un gars comme Maillard, s'il n'y avait pas 6 étrangers en Suisse, il aurait eu sa chance dans le top 6, parce que là, c'est très compliqué.
Et puis peut-être qu'il a visé haut en allant du côté de Genève, parce que finalement, il se serait retrouvé peut-être du côté d'Ambry ou de Bienne, il aurait eu plus de chances d'avoir du temps de jeu. Il retourne sur Lancier-Acières où il a des bons contacts, et puis il y a aussi Chris qui est là-bas qui le voulait. C'est juste pour dire que c'est un gars qui a un potentiel, mais que finalement le potentiel, exactement comme le classement des buteurs, le potentiel est souvent un petit peu écrasé par les étrangers qui sont sur le top 6. Ok, messieurs, moi je vais prendre un petit peu la balle au bon. Alors que je suis en train, vous l'aurez peut-être remarqué, on a des problèmes techniques aujourd'hui, donc je suis en train de débarrasser ce qu'on a essayé de remplacer le plus vite possible. On espérera faire mieux la prochaine fois là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est bourré de problèmes avec le son notamment. Je vais prendre donc la balle au bon. Vous prononcez le mot étranger avec enthousiasme ou avec un enthousiasme modéré, bien ça sera justement le sujet de notre duel du jour. Je me réjouis déjà de vous entendre. Je ne sais pas exactement quelle est votre opinion, quoique j'ai ma petite idée. Vous étiez coincé la semaine passée, Laurent Perroton. C'est dur quand même de prêcher quelque chose contre lequel... de dire des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Alors en fait, la thématique aujourd'hui, donc le bal des étrangers, y a-t-il encore une fois trop d'étrangers ou pas assez d'étrangers dans notre championnat? Alors attention, suspense, grand sourire. Alors on dira qu'aujourd'hui, Laurent Perroton pense qu'il y a trop d'étrangers. Ok. Et Christian Ponty, qu'il n'y en a pas assez. Non, moi je suis pour la limitation illimitée du nombre d'étrangers. Alors, attendez, vous avez 2 minutes chacun. Limitation illimitée. Eh ben, dites donc. Alors, on va l'écouter d'abord. Ouais, ça va être intéressant. Allez-y, Christian. Ok, alors pour ou contre un nombre illimité d'étrangers, comme ça s'est fait en Allemagne, dans d'autres pays, moi je suis totalement cool. Déjà, je suis pour, pourquoi? Parce que déjà, on n'a plus de soucis de formation. On s'en fout des jeunes, il n'y a plus besoin de s'en occuper, puisqu'on va juste chercher. Imaginez une équipe à Genève composée avec que des Canadiens. Ce serait fantastique. On pourrait rendre les bagarres obligatoires, le spectacle serait fantastique. Ensuite, les droits de TV, parce que si on met des étrangers de partout, les droits de TV, les Russes nous les achèteraient, les Suédois, les Finlandais, les Canadiens, ça serait fantastique. Donc, moi, je pense que je trouve que ce serait vraiment une super idée. En plus, on aurait encore plus de facilité à piquer des gars en KHL, puisqu'on a de l'argent. Et puis, puisqu'on aurait des gros droits de TV, forcément, ça serait bien. Et puis, ça nous aurait évité, si on passe dans le temps, d'avoir un Bykov Komutov avec un Chaleur. On aurait eu Kamensky directement. Ça aurait été fantastique. Imaginez, quoi. Franchement, là, je suis d'accord avec lui. Voilà. Et puis surtout, parce que je vais prêcher pour le grand prêtre des étrangers illimités en Suisse. Marc Luthier a encore de l'avenir. Il peut être DG encore pendant 25 ans. Il n'a plus besoin de se passer des nuits sans dormir en trouvant des jeunes, des Suisses, et des futurs prospects. On va chercher que des bons. On a des ronds et on prend tout ce qu'il faut. Et puis, donc pour moi, c'est un grand oui. Et puis, une dernière chose. Pour l'équipe suisse, on n'a qu'à naturaliser des étrangers. Voilà, je suis pour. Comme l'équipe d'Italie. Tu disais bonjour en italien. C'est ça. Ouais. Bon, merci Christian Ponty qui serait capable de nous vendre un frigo au pôle Nord. Exact. Bon, après, on va écouter les arguments de Laurent Perroton. Donc, bien évidemment, je suis contre. Ne réduira pas forcément la masse salariale. Vous vous rappelez, quand on est passé à 6, c'était pour avoir le 5 et 6 avec des salaires assez bas. Quand on voit qui est le 5 et 6 de chaque équipe, voire le 7 et 8, voire le 9 et 10, je ne crois pas que ça réduirait la masse salariale. Pouliot est sur le 4e. Deuxième facteur, le temps de jeu des Suisses et la performance de l'équipe de Suisse. Nous n'avons pas un bassin assez important de NHLer pour avoir assez de joueurs et par rapport aux équipes éliminées pour les mondiaux. C'est-à-dire que lorsque vous regardez en Finlande et en Suède, ils peuvent faire pratiquement 3 équipes nationales avec tous les joueurs qui sont... Et c'est souvent des joueurs qui s'exportent. Nous, les Suisses, on ne s'exporte pas. Si on va en Amérique du Nord ou on reste en Suisse, on ne va pas jouer dans le KHL en Finlande ou en Suède. Parce qu'on a les meilleures conditions. Exactement. Troisième facteur, l'identification, qui est un sujet important plus qu'ailleurs qu'en Europe, avec les cantons, les spécificités, les langues. Et sans joueur régional, les fans, les sponsors et les médias locaux vont se désintéresser du produit. Ça, il a parlé des droits TV, mais ce qui est particulier en Suisse, c'est les cantons, les langues, etc., la culture qui est complètement différente selon les régions. Et ça, c'est très important.
Quatrième facteur, la formation et la possibilité de voir éclore et de s'installer durablement dans cette ligue avec la motivation et l'exemple des aînés formés au club comme les ambassadeurs de la structure. À Lausanne, Pache, Keller, Gaëtan Haas, Benjamin Mougro. À Ajoie, Louis Robin, Lilian Garissus. À Bienne, Gaël Christ, Niklas Blessing, Noël Catin, Livio Christen, Jonas Neuschwander et Jamie Villard. Et à Fribourg, Maximilien Strelé, 2003, Kevin Nicolet, Kevin Etter, Yann Dort. Et à Genève, Nassim dans les buts, Yanni, Baptiste Vuardou, Antoine Guignard et Maxime Marietto. Donc tous ces jeunes-là, s'il y avait étrangers illimités, ne seraient pas dans le line-up. Donc voilà, je crois que moi j'étais contre le passage à 6. J'ai entendu certains clubs qui voudraient passer en illimité. Ça serait une hérésie par rapport à la qualité des joueurs suisses. Merci Laurent Perroton. Bon, on va redonner quand même la parole à Christian Ponty parce qu'on voudrait quand même pas vous laisser une image écornée. Non. Allez, dites maintenant. C'est le principe du duel, évidemment, que je suis contre. Et je veux dire, le problème, il suffit de regarder le premier compteur suisse, il est 31e. Je veux dire, c'est catastrophique. Et puis, bon, moi, ce qui marche pas trop mal, c'est les gardiens. Finalement, ils se sont refait un peu la nouille. Ça s'est revenu dans l'autre sens. Voilà. Mais c'est juste pour dire que, effectivement, je suis archi contre. Et puis, les Allemands l'ont fait, hein. Et ils en sont revenus parce que l'équipe d'Allemagne était retombée dans le groupe B. Oui, mais donc, Christian, avec l'arrêt Bosman et la CE, la Suisse a cet avantage-là et donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Bon, après, on a signé les bilatérales, donc finalement cet avantage, on n'est pas un, puisqu'en théorie, on a aussi le droit de bosser. Donc c'est même pas vrai, c'est un gentleman agreement pour l'instant. Ouais, ça reste là-dessus. Ça coûtait quand même et puis après, par ça. Si on parle de ça, on pourrait aussi dire que les Canado-Suisses, ou bien les assimilés. Hein. Je veux dire, parce que tu peux avoir une équipe avec que les assimilés et tes 6 étrangers. Ça aussi, c'est fait. Et ces joueurs-là, ils coûtent plus cher aussi. Donc. Exactement. Messieurs, on arrive déjà au terme de ce deuxième tiers, ce qui veut dire que nous allons parler tout à l'heure d'Ajoie, de Fribourg, de Bienne et de Lausanne. Il y aura encore quelques rondelles. Vous écoutez et vous regardez peut-être également le premier bloc numéro 131 où l'on refait également la langue française puisque pour la deuxième semaine consécutive, Christian Ponty nous apprend ce que ça veut dire refaire la nouille. Voilà. Merci encore une fois de nous être fidèles. On se retrouve dans quelques minutes. Retour à l'occasion de cette 131e édition du premier bloc avec Laurent Perroton, avec Christian Ponty. On a beaucoup parlé de Genève, on a beaucoup parlé des étrangers. On va parler maintenant du championnat de Suisse avec le 80% des clubs que nous n'avons pas encore évoqués ou très peu. En l'occurrence, les 4... on va aller dans l'ordre du classement si vous êtes d'accord. Okay. Avec Lausanne, ensuite il y aura Bienne, il y aura Fribourg et il y aura Ajoie, et puis ensuite il y aura les rondelles. Les rondelles avec un petit peu d'actualité NHL. Christian Perroton, Lausanne Hockey Club. Moi c'est Laurent Perroton, mais si vous voulez m'appeler Christian... Non, j'ai dit Laurent. Non, vous avez dit Christian. Dit Encore une fois ouais, mais je suis Christian Perroton. C'est pas grave. Taisez-vous Laurent Ponty. Alors Lausanne 7 décembre, on est tous fatigués. On arrive à la moitié du championnat. Et en fait... il y a beaucoup d'interrogations sur le futur et sur en ce moment comment ça joue. Alors évidemment il y a énormément de blessés, ils ont eu une semaine difficile, hein. Ils ont perdu à la maison 2-6 contre Davos, ils ont pris 6-5 contre Bienne à Bienne et 4-3 à Ambry au penalty, 25% au powerplay contre Davos, 0-0 contre Bienne et Ambry. Ça, c'est une des caractéristiques qui faisait leur grande force. Ils étaient vraiment bien classés. Et puis surtout, il y avait un très bon powerplay quand il y avait tous les joueurs en santé. Alors, j'ai juste rapidement, j'ai fait un petit comparatif. Donc, Lausanne a signé Pache pour 2 ans. Il a un petit coup de mou là, hein, mais comme on l'a dit, il n'est pas vraiment aidé par sa défensive et l'ensemble de l'équipe sur les surnombres qu'il a à jouer ou sur les block shots. Mais il est à 90,86% d'arrêt. Et puis après, on a remplacé Juice par Kelinchka. Ouais, Pilot par Barreuter. Alors là, on voit vraiment la limite et en ce moment ils sont vraiment dans le dur, les 2 défenseurs. Barreuter s'en sortait bien. On avait parlé du défenseur tchèque qui était un peu défensivement des fois un petit peu juste.
pour un défenseur de très haut niveau. Et là, pour l'instant, c'est très très compliqué. Ensuite, Gloser qui va partir, qui est remplacé par Vuardou. Et là je vous dis ça parce que je veux venir à Howard après. Frick par Baragano. Jelovac, qu'on n'a pas gardé, qui serait vraiment important, par Fiedler. Almon par Bougro. Kenins par Prassel qui est blessé, qui a joué 0 match. Boson par Zender. Pedretti finalement par Memeto. Resignature de Raffel, mais blessé, il a joué que 2 matchs. Resignature de Fuchs pour 4 ans. Il a un début de saison compliqué avec 0 goal. Resignature de Ria pour 5 ans, il a 8 goals pour l'instant. Resignature de Suemela pour 2 ans, 9 goals. Resignature de Elner, 3 ans, il a 1 goal. Ensuite, au niveau d'étrangers, Oskanen, qui était vraiment le meilleur transfert, qui est blessé, qui a remplacé un peu Sekac, on va dire. Pajuniemi avec Kovacs. Avec la Finlande, il le paye cher aussi. Ouais, c'est ça. Pajuniemi, 0,48 goals, points par match. Kovacs, c'était 0,61. Kokanen 0,76, Salomaki 0,68. Donc voilà, moi là où je voudrais répondre un petit peu aux interrogations, c'est que finalement l'équipe elle change pour des raisons budgétaires, pour des raisons contractuelles. On veut donner une autre orientation avec plus de jeunes, etc. Mahdi Lausanne aussi. Mais la problématique, c'est que et là je veux venir à Ward, lorsqu'on est à Ambry et qu'il a beaucoup de blessés mais qu'il joue beaucoup avec les mêmes, à un moment donné ça craque. Ça c'est un problème. Vuardou, on l'a fait venir pour remplacer Gloser soit Frick, il joue très très peu. Vuardou, c'est beaucoup plus de cohérence défensive que Baragano par exemple. Il peut jouer dans les deux sens de la patinoire. Donc on voit que Gloser est absent et c'est très très difficile, il est très important. Et là où Ward, j'adore ce qu'il met en place, il a fait un immense travail. Par contre, sur la gestion individuelle, j'ai un petit peu des questionnements parce que Jelovac, il l'a mis à la poubelle. Mais Jelovac, aujourd'hui, quand je le vois jouer à Rapperswil, je pense qu'un gros bonhomme comme ça, il ferait du bien. Almon, on n'a pas voulu le re-signer pour des raisons budgétaires, mais Almon, pour moi, c'était un des facteurs X l'année dernière. Kenins, on s'est séparé de Kenins parce qu'il a un gros contrat, alors que c'est un gros bonhomme et que s'il est en forme, on arrive à le convaincre d'être en forme, et ça, c'est quand même dramatique, mais il faut le dire, il est très important en play-off, et on fait jouer Ugly, qui a aussi un gros contrat et qui est pas un joueur pour l'instant de play-off. Voilà, on n'a pas gardé Pedretti, donc là où je veux en venir, c'est que pour moi, l'évolution d'un club, c'est ton classement. Tu as fait une finale au 7e match, là tu dois essayer absolument de jouer le titre. C'est le moment ou jamais. Et là, lorsque je vois tout ça, je m'interroge. Alors voilà, c'est une simple interrogation, mais lorsque je vois les matchs où ça se durcit comme à Ambry, je vois l'équipe sombrer. Alors des fois c'est pas le coaching parce qu'on joue avec les mêmes, parce qu'il y a beaucoup d'absents, mais parce que aussi est-ce qu'on a assez de joueurs de caractère, assez de joueurs forts. Et je le redis, mais en Ligue des Champions, moi je les voyais vraiment dans le carré final et même aller très très loin, et ça m'a vraiment déçu leur prestation, et c'est peut-être lié à cet aspect mental et physique. Christian, assez rapidement parce qu'on va déborder autrement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que clairement, cette équipe, plus on va de l'avant, moins elle est taillée pour le jeu physique. Et on sait tous que le jeu physique, ça sera le jeu de play-off. Et en l'occurrence, par exemple, on parlait de Bayreuther et puis Schlenijka, ils sont aussi moins bons depuis que Gloser est plus là, puis qu'il a plus son travail physique, typiquement. Et effectivement, même chose, Gloser, Frick, l'année prochaine, ils sont sur le départ. Si on regarde la défense pour l'année prochaine, on se retrouve avec Marty, puis on ne sait pas qui, Baragano, Eldner, Fiedler, Vuardou, Pilot, s'il revient en santé, sans Sonnens, je ne pense pas qu'on le reverra. Donc moi je trouve que physiquement, puis ça c'est que pour l'aspect défensif. Après, en attaque, alors il y a Tchernik qui est censé venir, Zender, ok. Mais après, si on regarde le dernier bloc, le 4e bloc, ça serait un Prassel, Fuchs, Ugly. Donc c'est pas très physique non plus. Il y a beaucoup de talent, mais on ne fait pas une équipe qu'avec du talent. La discipline, c'est important, le système de jeu, c'est important, et le jeu physique. Et moi, je trouve que physiquement, cette équipe, alors évidemment, maintenant, il y a des blessés, mais elle se décharne un peu. Et ça m'inquiète un peu parce que parfois, que tu fais un bon début, puis que ça déroule, et puis qu'au début du championnat, tu mets des goals contre Ajoie, et puis c'est super. Et c'est important pour bien débuter la saison, et puis pour que tout le monde soit en confiance. Par contre, effectivement, typiquement à Raffel, j'espère vraiment qu'il vienne au jeu parce qu'on a besoin. Et puis là, ils ont pris 2 défaites aussi parce que justement, ils ont un peu failli dans le jeu physique. Je trouve que, et en plus,
Ben, on met toujours pas Vuardou, ça c'est une énigme Oui, pour moi. mais Vuardou, c'est le même traitement que Jelovac, finalement. Exact. Ça va se exact. finir un peu de la même manière. Je pense que. Et pourtant, je pense pas que Ward a des têtes, mais vraiment, c'est Ouais, deux mais cas particuliers. quand il y a un gars qui lui convient pas, il C'est joue ça, pas. Hein. c'est ça. Donc ça, c'est clair et net. Donc est-ce qu'il y aura un échange Il va rejoindre nous. Mais quand on voit comme il a insisté avec Kennins qui était hors de forme, et puis qu'il met aussi peu de temps à Vuardou, c'est quand même assez étonnant. Ouais, mais Kennins, tu as vu ce qu'il a apporté je suis notamment d'accord. en finale. Donc... Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, il était vraiment hors de forme, mais il lui a laissé quand même passablement de joker, je trouve. Voilà. Bon, donc petit souci quand même pour le Lausanne Hockey Club qui paraît un petit peu. Bon, il y a un peu de émoussé, fatigue, mais voilà, on arrive à la pause d'équipe Voilà, nationale, c'est ça. ça va Ouais, c'est redémarrer. ça, encore une fois. Ça va Moi, redémarrer. c'est petit juste à que petit. je trouve que si on regarde sur le jeu futur pour la saison Ouais. prochaine, C'est ça, c'est sur le et puis futur déjà qu'on les appelle. playoffs directement. Ouais, Ouais. Le jeu physique, pour moi, c'était une des forces de Lausanne, et là, exactement. ils faiblissent physiquement, je trouve. Bah, c'est pas non plus, et là on passe au club suivant, c'est pas non plus la force première du HC Bienne. Non, alors, gagné à domicile 6-1 contre Lausanne, perdu à domicile 1-0 contre Berne, perdu 3-1 à l'extérieur contre Davos. Va à Lausanne, reçoit Cloton avant la pause de l'équipe nationale. En fait, moi j'ai regardé les matchs. Hein. En fait, les adversaires, ils étaient un poil trop forts. Et il y a un vrai problème à Bienne depuis des années, c'est les engagements. C'est-à-dire que sur les phases statiques, tu peux peut-être des fois avoir des situations favorables. Ils jouent très bien défensivement, mais c'est un peu stérile et on n'arrive pas à trouver la faille individuelle avec les gros absents et la faille collective contre les gros adversaires comme Berne ou Ajoie. 14e aux engagements, mais surtout, vous avez Berchi, Anderson et Haas qui sont trois centres Berchi a beaucoup progressé, Anderson et Haas ils sont toujours au-dessus de 50%. Blessé, hein. Ouais, donc du coup, et puis il a beaucoup progressé au début, c'était compliqué, c'était pas son poste, c'était un Excellent ailier. sur les pipis aussi. Et donc du coup, ces trois joueurs-là, ça amène ces situations. Donc là, en fait, la problématique là, on revient dans le concret, c'est-à-dire qu'ils jouent bien défensivement, offensivement, bah il y a des jeunes joueurs qui sont en devenir mais qui sont pas prêts pour la Ligue nationale. Et puis des joueurs importants absents, et dès ils arrivent à mettre un puck honnête et qu'il y a un engagement, ils le perdent et ils n'ont pas le contrôle du puck. Donc c'est très très compliqué, ils courent tout le temps après le puck finalement, et c'est un petit peu l'image de la semaine. Ils ont fait un très bon match contre Lausanne qui était dans un soir sans. Mais après, ça a été compliqué. Donc, vraiment, là, la semaine, elle est très importante. À Lausanne, ça sera compliqué parce que Lausanne a besoin de points après 3 défaites. Je ne pense pas qu'ils vont venir la fleur au fusil. Et puis après, le match très important, c'est à la maison contre l'Automne. Il faut absolument gagner pour rester dans le top 8. Ouais. Christian. Bah, en fait, le problème, c'est que les miracles à répétition avec les jeunes, ça va pas durer, on le sait très bien. Ils vont faire 2-3 bons coups, mais le problème, c'est qu'ils sont minés par les blessures à répétition des joueurs importants. Et puis après, l'autre chose aussi, comme je parlais du jeu physique inquiétant pour Lausanne, mais pour Bienne, bah, c'est que Sateri, il tient la baraque, je sais pas combien de fois, s'il se blesse, là, ils sont vraiment pas bien, il faudrait pas que ça arrive. Et puis, moi, je dirais que Bienne, malgré tout, sont quand même 7e. Avec un très bon avec résultat. 37 points, c'est juste incroyable parce que c'est vraiment eux, il n'y a pas une fois ou 2 matchs de suite, ils ont la même composition. Ils n'arrêtent pas de jongler avec les jeunes, les juniors élites. Et là, tu tires sur la corde, forcément. Alors évidemment, j'ai vu que ça râle un petit peu du côté des supporters parce qu'ils n'annoncent pas de gros transferts futurs ronflants. Je pense qu'il faut aussi avec les budgets. On sait que Bienne, c'est pas une équipe qui fera des folies, qui vont pas dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Et du coup, bah, plus que jamais, ils spéculent sur leurs jeunes. D'ailleurs, en parenthèse, imaginez ce que Dionyso pourrait faire du bien là s'il était là. Oui. Tu vois, 25 On a minutes. peut-être un petit peu tendance à oublier que quelques semaines avant le début de la saison, Oui. le HC Bienne était Exactement. quand même un peu déplumé, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et on les le voyait, voyait pas bien. Hein. On les voyait en bas de classement. Déplumé, et puis je rappelle que Donc, faut être Knebler n'a patient. pas fait de préparation, il avait une commotion. Ouais. Enfin, il y a eu ça d'entrée, Ah et puis ouais. Berchi d'entrée, parce que là Ah, aussi, mais c'est avec un diamant brut. hein. les gros blessés, avec l'effectif faible en qualité, en quantité Ouais. par rapport aux adversaires du top 8, ils s'en sortent très très bien. Mais Donc, parce qu'il s'appuie sur un système, un système hyper bien et huilé puis- avec un puis entraîneur. ils- voilà, exactement. Le staff, ils ont choisi un bon staff qui correspond à la ça. philosophie et ça se passe bien pour l'instant. Ouais. Que se passe-t-il à Fribourg Ah Nos amis Bah, on va dire des fribourgeois. choses positives. Non, Ouais, bah, on avait dit dans cette émission. ouais. Retour aux Et affaires. Plus vous montez au classement, plus c'est positif, plus on est apprécié. C'est Donc ça. du coup, cette semaine, à Fribourg, bah, ça a perdu 2-0, mais ça bat 2-0 à Genève, mais ça bat Zouk 4-1.
Berra était très performant avec 96,30% d'arrêt. Donc ça, c'est déjà un facteur. Quand Berra est dans ses patins, ça change un petit peu la donne. En face, ils avaient le jeune Simchen Santo qui était à 90,32. Et après, ils ont été gagnés à Lugano, qui est Lugano complètement dans le trou. Donc, les deux premiers points de Linden Vey avec contre Zug. 3 points le lendemain à Lugano avec Ushka quand même qui était à 66,67% d'arrêt quand ils l'ont sorti. Donc ça, c'est ce gardien-là, il est vraiment en grande difficulté à Lugano. Comme à peu près tous les gardiens à Lugano. Ouais, non, mais bonne impression. On avait dit Linden Vey, il a été beaucoup critiqué. Il fallait qu'il se remette dans la compétition, mais là, associé avec Schmid et Berchi, une trouvaille. J'aurais pas imaginé ça comme ça, et là félicitations au coaching staff parce qu'ils ont été, c'est la ligne qui a amené le surplus d'énergie et puis les goals importants au bon moment. Donc c'est une bonne chose. Ça va à Langnau, ça va à Berne, 2 matchs très très compliqués. Donc pour bien finir, pour dire qu'il y a un renouveau à Fribourg, il faut faire des points cette fin de semaine. Et la chose où la différence avec Bienne et Fribourg, c'est que même quand ça va pas, ils sont premiers aux engagements, ils ont une ligne de centre qui est très performante à ce niveau-là, et ça permet aussi des fois de gagner l'engagement, de chipper le puck, changer la bloc, ou dans la zone offensive, des fois d'avoir des situations statiques où ça amène des pucks et des rebonds. Quand ils allaient pas très bien, ils gagnaient des engagements, ils mettaient des pucks honnêtes, ils allaient jouer les deuxièmes pucks. Des fois t'as pas de chance, des fois t'en as un petit peu, tu peux marquer des goals pas très construits, mais finalement qui te permet de gagner des matchs. Et là-dessus, c'est une grande force pour Fribourg. Ouais. Christian, ce mercredi à Langnau, Kylian Motet pour la 3e fois consécutive dans les tribunes. C'est sûr ? Oui. Ouais, mais moi, je vais juste rajouter un truc là-dessus. Moi, je pense que Motet, c'est pas possible, ça va tourner. Et d'ailleurs, Gerd l'a dit, on aura besoin de Motet. Et moi, je vous dis un truc, cette équipe, peut-être ce qui va lui faire un bien fou, c'est la Coupe Spengler. Parce on joue beaucoup plus relax à la Spengler. Et des fois, ça remet l'ambiance, ça remet... C'est plus léger la Spengler, tu peux jouer avec... Moi, ça m'inquiète quand même. Mais... Non, moi, je parle de l'ambiance. Je parle pas du... Moi, je parle de fin janvier. La courbe de forme. Mais par contre, voilà, moi, je dis ça va finir par tourner parce que vu l'effectif de cette équipe, c'est pas possible. Il y a un moment... Je veux dire, contrairement à Bienne, en qualité, en quantité, c'est autre chose. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que ça va tourner. Et puis, bon, quand même aussi un truc qui peut aussi parasiter, c'est qu'ils annoncent énormément de transferts. Hein. Donc ça veut dire que des gars, par exemple comme Diaz, voilà, il le garde pas, mais il a 3 ou 4 offres, donc il a aussi intérêt à bien jouer. Dont Berne. Et puis je pense, exact, entre autres. Et puis moi, pas tant que ça. Mais parce qu'un Diaz sur un 3e bloc jeu défensif, il peut faire l'affaire. Moi, il n'y a pas de raison. Et puis lui, je pense qu'il n'a pas trop envie de déménager avec sa famille aussi, donc peut-être que c'est un deal qui arrange tout le monde. Mais je trouve que Radgeb, ça va aussi un peu mieux aussi, il faut le dire. Parce que ça a été compliqué. Il n'est pas content. Oui, personne n'est content à Fribourg en ce moment. Mais disons que par rapport à ce qu'il a produit tout au début, je trouve que ça monte gentiment. Moi j'ai entendu qu'il avait demandé à être échangé. Oui, alors il a aussi fait un démenti que ce n'était pas vrai. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans... Disons, quand vous êtes 7e défenseur depuis un moment... Vous posez des questions quand même. Et que vous visez l'équipe nationale et les champions du monde, c'est clair qu'à un moment donné... Là, comme ça, il n'y est pas. Il n'est pas âgé, hein, donc il est au prime de sa carrière. Donc là, il a intérêt de vraiment... Un 7e défenseur, et surtout lui, c'est un gars qui a envie de jouer les powerplay, qui est droitier, qui s'est mis à... Et puis là, ça y est pas, quoi. Messieurs, il nous reste 9 minutes pour parler de Genève Servette et parler de NHL. Ajoie, pardon. Ajoie. Rapidement, la pléiade étrangère, Turkolainen 1,16, Natinen 1,04 par match, De Vos 0,76, Belmar 1,71, Hazen 0,64, Onka 0,44. Donc dans les standards, c'est bien. C'est des très bons étrangers. Ça a permis aussi à De Vos de se relancer, ça fait vraiment plaisir. Mais aux engagements, pareil, c'est une équipe qui est souvent dominée, mais Belmar c'est 56%, Frossard 54% et De Vos 51%. Les gardiens ont monté leur pourcentage d'arrêt, Kuntz 90 et Tchacho 89,50. Donc ça a perdu à Berne 6-3. Rien à dire. Ça bat Lugano 5-4 en prolongation, un magnifique match. Ça perd à Genève. Alors, Christian a donné le casque d'or à Ajoie et moi, j'étais vraiment pas content de la défaite à Genève quand il y a 3-1 et que tu prends 2 goals en 19 secondes. Avec, ça parce que ça fait 5 matchs de suite. Oui, non, bien sûr. Mais à Genève, si c'est bien
bien coaché, bien structuré à ce moment-là du match, tu dois le gagner le match à Genève. Et c'est ça c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais ils sont dans un trend positif, ils gagnent des matchs, ça se passe bien avec le coaching staff, tout va bien. Ça reçoit Cloton et ça reçoit Lausanne. Donc, et surtout, pendant ce temps, Ambry reçoit Zug et reçoit Davos, ils sont à 11 points. Et pendant ce temps, Lugano reçoit Rappi et reçoit Zurich, ils sont à 8 points. Donc, quand vous faites ce genre de remarques, ça veut dire que vous voyez Ajoie remonter au classement. Non, ça veut dire il remonte depuis. Non, mais ça veut dire. Non, mais ça veut dire, Philippe, Philippe, quand même toujours ça veut dire, Philippe, que là, en faisant un bon week-end, tu peux te rapprocher vraiment de la 13e et la 12e, et ça peut donner de l'espérance pour la suite. Ouais. Alors, moi, j'ai juste pour dire un petit peu pourquoi Ajoie va mieux, Turkulainen, c'est le meilleur compteur du championnat, et Belmar, c'est le meilleur ratio, 1,73. Et puis derrière, on peut rajouter, comment il s'appelle, De Vos qui ferme les yeux et ça rentre, voilà. Alors, pour moi, il n'y a pas de honte à perdre à Genève, même si effectivement tu gagnes 3-0. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'ordre des choses par rapport au contingent. Mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que finalement, ils sont à 9 points de la 13e place, donc 3 victoires. Il y a encore 2 semaines en arrière, ils étaient où? Moi, je pense que... Et puis, il y a de nouveau de l'ambiance à Ajoie. Il y a plein de joueurs qui ne jouaient pas, qui sont de nouveau relancés. Pilet, je veux dire... Tous ces gars, c'est super important parce que finalement, il y a plein de petites choses qui doivent se mettre et fonctionner pour que le tout fonctionne. Et moi, je trouve que ça se met gentiment en place, et notamment les étrangers. Donc, à vous entendre, aujourd'hui, Ajoie, va mieux, qui est toujours dernier du classement, va mieux. Et si on avait entamé le championnat un petit peu plus tard, enfin, sans tenir compte des premières journées, Ajoie ne serait peut-être pas dernier. Oui, exactement. Ou avant-dernier, ou même antépénultième. En tout cas, il y a Onka et Belmar qui sont arrivés. Ça change complètement le line-up. Complètement le line-up. Absolument. Bon, ben voilà, pour Ajoie, on va souhaiter évidemment à la formation de Greg Island de continuer cette progression. Ça nous fait plaisir, c'est vrai. On est content de voir cette formation jurassienne qui en plus a un public en or. Ça, c'est pour ça que vous avez mis le maillot au-dessus de Christian Ponty d'Ajoie là, parce qu'il a le casque d'or. Il y a tout qui est prévu. J'ai 2 grands-mères jurassiennes. Ah d'accord, c'est pour ça. D'accord. Bon. Non, c'est un turnover qui a tout le monde. Bon, ben écoutez, on va maintenant passer de l'autre côté de l'Atlantique. On va chez l'homme qui a 2 grands-mères jurassiennes pour nous parler, je sais pas, d'un Haut-Valaisan, enfin je sais pas. En fait, je vais juste dire que j'ai reçu un message de Monsieur Gauthier Clivard, qui nous suit et qui vous adore. Qui nous adore, mais il aime bien ce que je dis, il paraît. Mais bref, voilà, on va pas faire ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit qu'il aimait bien qu'on parlait justement de NHL, et notamment, il aurait voulu qu'on parle un petit peu de Jonas Siegenthaler, parce qu'effectivement, vu que c'est un défenseur défensif, souvent on en parle un peu moins. Alors moi, je vais juste faire un tout petit topo de la NHL, puisqu'on est à 25 matchs sur 80. Donc la première chose qui me vient, c'est arrivé cette nuit, c'est le grand retour de Patrick Lane du côté de Montréal. Donc, alors, il vient, résultat, premier match. Montréal gagne en prolongation. Et surtout, il met le premier goal. Ouais. Il gagne 2-1, donc autant dire que voilà. Puis, en fait, ils ont gagné contre les Highlanders. Donc, Patrick Lane a rendu Patrick Roy malheureux et vice-versa, parce que ça ne va pas du tout bien pour Patrick Roy et Lou Lamoriello du côté des Highlanders. Et donc, alors, j'ai adoré les textes d'Itirombi. Il a été frappé, donc il parle de Patrick Lane, il a été frappé par une vague d'amour. C'est magnifique. Donc, bon, c'est un peu vrai, parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'ils sont 30e sur 32 équipes. Et surtout, bon, on l'a dit, on l'a répété, reconstruction, mais pour vous dire à quel point ils en ont marre, les gens à Montréal, parce qu'ils n'ont aucune patience. Les anciens ne veulent plus aller voir le Canadien parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la gestion de Martin Saint-Louis, puisque c'est un coach moderne. Ils pensent qu'il faudrait que ça fonctionne au bâton et au pied dans les fesses. Et puis, mais les anciens, tu parles des anciens joueurs. Ouais, les anciens joueurs, ceux qui ont gagné. Ils ont coaché. Ouais, ben voilà. Okay. Non, c'est le marché de Montréal. Et puis Kirby Dack, pour vous dire, il a carrément quitté les réseaux sociaux parce qu'il a fait 3-4 mauvais matchs, il s'est fait défoncer. C'est juste pour dire à quel point ce marché il est compliqué du côté de Montréal, mais que tu gagnes, tu es tout de suite au firmament et derrière tu peux être très vite très Montréal, quoi. Montréal, exact, plus que jamais. Mais en plus en reconstruction, donc c'est un mot qui est dur à admettre, à avaler pour beaucoup de gens là-bas. Je vais parler un petit peu, peut-être justement alors, des équipes suisses et puis des joueurs suisses, pardon. Donc, 3 minutes. Ouais, alors, 3 minutes. les New Jersey, alors, ils sont actuellement deuxième de leur section, la section métropole, 4e de la ligue. Ishii, 28 points en 27 matchs, il carbure toujours à 1 point par match. Meyer à 19 points, Siegenthaler à 7 points. En plus,
je veux juste parler un peu de Jonas Siegenthaler, puisque notre ami Monsieur Clivan m'a demandé d'en parler. Donc, il faut juste savoir, pour donner se rendre compte un peu de l'importance d'un gars comme Siegenthaler. Il a fait d'abord 3 saisons du côté de Washington. Il a été, à l'âge de 17 ans, il jouait à Zurich et il jouait les powerplay. Il était hyper offensif. C'est devenu un défenseur. Ouais, c'est devenu un défenseur hyper défensif. Donc à Washington, pour vous donner une idée, les 3 premières années, il tournait à 14, 15 et 13 minutes de temps de jeu sur le 3e bloc en général. Et puis maintenant, alors ça fait la 5e saison qu'il joue du côté des New Jersey. Il est entre 18 et 20 minutes de temps de jeu, donc 18, 34, 20, 34, 20, 09, 19, très régulier, toujours une vingtaine de minutes de temps de jeu. Ouais, c'est solide. Voilà, c'est solide. Il est sur le 4e bloc, c'est pour ça qu'il est que à 18-18. L'année passée, il était à 20-31, parce qu'il joue à Kovacevic sur le 3e bloc, mais en même temps, il aligne aussi sur les box. Donc ça, c'est très bien. Et puis, juste une petite question. Vous savez pour quelle autre équipe nationale il pourrait jouer ? La Thaïlande. La Thaïlande. Ouais. Il a une mère thaïlandaise. C'est le seul joueur en NHL qui a des origines thaïlandaises. Ça se voit un petit peu. Mais voilà, ça pour dire que c'est un joueur extrêmement précieux et puis qui est aussi un peu comme Bellemare d'ailleurs. Il est très apprécié. C'est quelqu'un qui a vraiment un bon mindset. Voilà. Ensuite, je dois faire vite, j'essaie d'aller vite. Je vais juste dire que je voulais parler de Nashville. Alors eux, c'est la catastrophe au classement. Ils sont 31e. Mais Josi a quand même 22 points en 25 matchs pour dire qu'ils font une mauvaise saison. C'est juste pour dire à quel point il est quand même incroyable. Et puis, donc ça, c'est vraiment pour Nashville, qui sont à 31e. Donc, eux, ils avaient annoncé des gros transferts derrière Montréal. avec Stamkos et Marchessault. Ouais, non. Mais vraiment, ils étaient censés jouer les gros honneurs. C'est pas tout à fait ça. Chicago, Kourachev, ils sont derniers. Ça, c'est encore mieux. Donc, lui, il joue plus avec Bédard, j'avais dit. Donc, il a 22 matchs, 5 points. Donc, ça change la donne. Pour le contrat, ça va être différent. Ensuite, même chose pour un qui va plutôt bien en 24 matchs du côté des Kings de Los Angeles, c'est Fiala avec 16 points en 24 matchs. Et puis, ils sont 2e de la section Pacifique et 10e de la Ligue, mais ils font une très bonne, parce qu'ils ont changé d'entraîneur, donc ils s'en sortent plutôt bien. Winnipeg qui avait fait un départ dithyrambique avec 13 victoires d'affilée, record absolu en NHL, avec un Nino... Rentre dans le rang. Voilà, rentre dans le rang gentiment, mais bon, aussi. Pas si mal que ça, parce qu'ils sont quand même 3e de la Ligue et 2e de leur section. Et puis bon, 25 matchs, 15 points pour Nino. Moi, je trouve pour rentrer dans le rang comme ça, c'est pas mal. Vancouver, alors nous, du côté de Vancouver, on a Pius Suter, toujours le couteau suisse de l'équipe. 22 matchs, 14 points, 9 goals, mais dernièrement, il a beaucoup marqué. Il est souvent aligné sur différents trios, donc vraiment toujours aussi précieux. Il fait l'affaire et je pense qu'il se fait plaisir. Tampa Bay, Yanis Moser, 23 matchs, 8 points, mais lui aussi un temps de jeu qui est assez conséquent. J'ai regardé les 5 derniers matchs, 11 minutes, 15 minutes, 18 minutes, 22 minutes, 17 minutes, donc il est quand même souvent aligné. Et il a fait une bonne affaire parce que Utah est nettement moins bien classé, donc c'est un bon transfert. 4. Et donc, je finis juste pour dire que la grande surprise, parce qu'il y a quand même eu des surprises, c'est Minnesota qui est en tête. Qui c'est qui aurait dit que Minnesota est en tête à 25 matchs, donc 38 points. Washington, on a dit que c'était une équipe vieillissante. Ovechkin est blessé d'ailleurs. Ovechkin est de nouveau... mais il est blessé depuis 4 matchs. Oui, mais c'est lui qui a relancé quand même un petit peu le tout. Alors ils sont 2e. Donc on pensait qu'ils seraient à peu près à la même place que Pittsburgh, c'est-à-dire dans les bas-fonds du classement. Non, ils sont 2e. Bon, les Jets, c'est une grande surprise. Et puis 4e de la Ligue, tout confondu, c'est New Jersey. Donc les Suisses vont plutôt bien. De toute façon, ligue qui est quand même encore très serrée, puisque si on regarde par exemple sur les 10 matchs de cette nuit, il y en a 5 qui sont allés en prolongation. C'est hallucinant. Et sur ces 10, il y en a 8 où il n'y avait eu qu'un petit but d'écart. J'ai lu qu'ils allaient peut-être battre le record justement du nombre de matchs en prolongation cette saison, parce que c'est parti sur des standards assez impressionnants. Ouais, et puis il faut bien dire une chose, c'est que c'est un peu comme en Suisse, c'est-à-dire que tu gagnes 2 matchs, tu prends 6-7 rangs, mais quand même, je pense que franchement, Nashville en ce moment, ils sont pas bien. Rapidement, ça me permet de dire, parce qu'on a eu quelques courriers à ce sujet, des gens qui ne comprennent pas le classement de la NHL, parce qu'une victoire ne vaut pas 3 points dans la Ligue nationale, c'est 2 points. Donc de toute façon, si vous faites un match nul, après le temps réglementaire, c'est 1 point chacun. Et il y a un 2e point qui est attribué uniquement à la formation qui s'impose, soit en prolongation, soit au pénalty. D'où ces différences de classement. On ne peut pas tout à fait... c'est un peu plus technique que voilà, exactement. C'est différent. Voilà, nous en avons terminé avec cette émission numéro 131. Encore une fois, toutes nos excuses parce que les problèmes de son étaient nombreux aujourd'hui. Écoutez,
voilà, hein, ça peut arriver. On prend nos marques gentiment dans ce tout nouveau décor. D'ailleurs, j'ai un conseil à vous donner, Christian. Vous avez fait une magnifique table, mais avec tous vos papiers, on la voit pas devant vous. Donc, Il n'arrête pas de la martyriser. Il n'arrête pas de taper sur la table. pas de taper mais je sur dis qu'elle cette était table. solide. puis- Non, mais après, si on la voit pas bien, c'est peut-être qu'elle est pas assez bien cadrée. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Ouais. Bon, comme vous le savez tous, le hockey sur glace, c'est bien le hockey sur place. C'est mieux. C'est mieux. Et vive. Vive le hockey roman et vive les Suisses de NHL. Voilà, c'est vrai que. Vous avez vu que sur ma table, il y a une zone arbitre. Vous avez vu qui c'est qui l'occupe? Non. Philippe Ducaro. Ah, oula. Oui, bon, moi, c'est un arbre. Oui, mais moi, je suis corruptible. On se partage une demi-glace et il y a Ouais, c'est ça. le ref, c'est vous. Bon, allez. Merci, Christian Ponty. Merci, Bye bye. Laurent Perroton. On se retrouve mercredi prochain. Excellente fin de journée.